Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Didomi, avec pour partenaire média Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business d'Elefap. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, le consentement en télévision segmentée, comment ça marche ? En août dernier, le décret autorisant le décrochage publicitaire en France était enfin publié, permettant ainsi de diffuser des publicités personnalisées en télé sur le même principe que celui du digital. Ce décret marque un véritable tournant pour les acteurs de la télévision qui y voient une réelle opportunité publicitaire. Cependant, tout comme sur Internet, l'utilisateur doit consentir à ce que ses données personnelles soient utilisées à des fins publicitaires. Afin de comprendre en quoi cette étape est cruciale pour que la télévision segmentée soit un véritable succès, nous demanderons à nos invités quels sont les enjeux relatifs au recueil de consentement dans le cadre de la télévision segmentée, comment concilier expérience utilisateur TV et processus de consentement CNIL, quels sont les conseils pour un processus de consentement qui ne pénaliserait pas le business publicitaire. Pour en discuter, Julien Djeoula de Didomi, Merav Grieger de Bird & Bird, Christophe Philippe de Bouygues Télécom. Bonjour, bienvenue sur The Programmatic Society. Bonjour à toi, Merav. Bonjour. Bonjour à toi, Christophe. Bonjour. Bonjour à toi, Julien. Bienvenue donc sur ce plateau pour parler consentement en TV segmenté, expliquer comment ça marche. Et pour commencer, une toute première question, et je te demanderai, Merav, de bien vouloir y répondre. Première question, est-ce que tu peux nous rappeler la réglementation qui est imposée par la CNIL en termes de consentement? Et je précise, comme nos téléspectateurs, si on peut s'exprimer ainsi, le voient, tu es en duplex et je te remercie d'intervenir en duplex. Donc, comment on peut définir, ou plutôt, est-ce que tu peux nous rappeler surtout la réglementation imposée par la CNIL en termes de consentement? Et ensuite, ce sera le tour de Christophe et de Julien de répondre à cette question. Alors effectivement, la CNIL s'est prononcée sur le cadre juridique en matière de télévision segmentée, mais c'est à articuler avec le décret du 5 août 2020 qui a été assez éloquent, pas suffisamment comme d'habitude sur le sujet. Mais effectivement, la base légale est le fameux consentement à ce jour. On peut la critiquer, on y reviendra. Les règles de l'art à ce jour sont le consentement, recueillir le consentement du téléspectateur. Donc le consentement pas n'importe comment, le consentement doit être libre, donc sans contrainte, éclairé, c'est-à-dire que le téléspectateur doit être très bien informé, il doit également être spécifique et pas fondu dans un package, et enfin non équivoque, c'est-à-dire express, avec bien évidemment désormais le RGPD, l'obligation de se procurer la preuve du recueil de ce consentement. Donc voilà, en synthèse, le cadre actuel. Merci Merav. Est-ce que Christophe, tu peux nous ajouter des points à ceux que vient de nous évoquer Merav concernant justement la réglementation imposée par la CNIL? Alors, c'est les mêmes points, puisque de toute façon la réglementation elle a été très bien expliquée par Merav. Après nous, aussi, côté Bouygues Télécom, on a fait le choix aussi du consentement. Ça fait partie de la base légale sur laquelle on traite toutes les données, et pas que la télé segmentée sur nos box. Après, de manière pratique, un écran principal qui décrit les finalités poursuivies par l'opérateur et ses partenaires. Et la particularité, c'est qu'on collecte aussi les consentements pour les chaînes. Et ça, c'est une particularité qui n'est pas forcément CNIL, mais qui est dans l'écosystème télésegmenté. L'opérateur va collecter les consentements pour ses propres besoins, mais aussi les besoins de nos partenaires, en l'occurrence les chaînes. Et la capacité à accepter, à refuser, à paramétrer dans le détail en fonction des finalités, d'avoir accès à la liste des partenaires, et aussi la possibilité de revenir à tout moment sur son choix, quel qu'il soit, que ce soit une acceptation ou refus, la capacité de changer d'avis à tout moment pour nos clients. Merci Christophe. Moi, ce que je retiens sur ce que tu viens d'évoquer et ce qu'a évoqué Merav, c'est cette dimension d'être
éclairé, entre guillemets, Exactement. et que l'on soit conscient en tant que téléspectateur que, en tous les cas, il nous est proposé un consentement et puis surtout qu'on ait validé ce même consentement. Merci Christophe. De ton point de vue, Julien, j'allais dire la vision de Didomi sur justement cette réglementation imposée par la CNIL. Alors je dis la vision de Didomi, c'est-à-dire en fait peut-être des choses que tu pourrais rajouter sur ce que viennent d'exprimer Merab et Christophe sur le sujet. Bien sûr. Alors, ce qu'on peut rajouter, c'est que à partir du 31 mars notamment, c'est explicite, c'est-à-dire que il doit être aussi facile d'accepter le consentement que de le refuser. Donc, c'est-à-dire quand Christophe parlait d'avoir sur la première vue, la première notice de consentement qui s'affiche, on peut accepter le consentement, on doit pouvoir refuser aussi aisément. Merci Julien. Alors, derrière ce fameux consentement, il y a des enjeux qui sont relatifs à ce nouveau process, et notamment en termes de télévision segmentée. Donc, Merab, est-ce que tu peux nous rappeler, ou en tout cas de ton point de vue, plus que de nous rappeler, c'est quoi de ton point de vue les enjeux qui sont relatifs au recueil du consentement dans le cadre de ce nouveau concept qu'est la télévision segmentée? Bon, les enjeux juridiques sont clairement le risque de sanctions. Et on a pu voir dernièrement des sanctions très lourdes prononcées par la CNIL. Donc, depuis l'entrée en vigueur du RGPD, la CNIL fait preuve d'une grande rigueur dans le montant des sanctions qu'elle impose, pas seulement à l'encontre des GAFAM, mais aussi à l'égard d'entreprises françaises de dimension plus ou moins grande. Donc, c'est certainement des sanctions pécuniaires, mais il y a aussi des enjeux éthiques que l'on voit émerger. L'opinion publique n'est pas très favorable et conteste l'éthique d'une telle pratique, à juste titre ou non. Là encore, je pense qu'un peu de pédagogie permettrait d'atténuer ce type de fantasme. Mais on va dire que les principaux enjeux sont ceux-là. Et j'ajouterais, mais je laisserai Julien et Christophe en parler beaucoup mieux que moi, il y a des enjeux que l'on rencontre, nous, en tant qu'avocats, quand on accompagne nos clients sur ces sujets, qui sont clairement opérationnels. Très difficile de recueillir ce consentement avec autant de parties prenantes. Qui doit le recueillir? Qui a cette responsabilité juridique? Comment la déléguer entre les différentes parties prenantes, les différents acteurs? Et puis, ce qu'on dit à juste titre, Christophe et Julien, ce fameux retrait, c'est que le consentement, comme il a été parfaitement dit, doit pouvoir être retiré comme il a été donné et de manière facile, ce qui est particulièrement complexe à mettre en œuvre aussi de manière opérationnelle. Merci Merab. Alors Christophe, Merab vient de nous parler des enjeux financiers qui sont importants. Il ne faut pas croire que seuls les GAFA sont potentiellement des mauvais élèves. Je dis potentiellement, ils ont déjà été désignés pour certains d'entre eux mauvais élèves, mais il y a également des entreprises de toute taille. C'est bien que... Oui, tu sais que j'aime t'interrompre de temps en temps, tu me le permets. Oui, j'adore. Vas-y, continue. Alors, je dirais pas mauvais élève, parce que c'est difficile d'adhérer à cette base légale qui n'est pas opérationnelle en elle-même, qui n'est peut-être pas la meilleure des bases légales pour cette économie et cette activité-là. Et d'ailleurs, le CSA, quand il a été interrogé préalablement à la prise de ce décret du 5 août 2020, il a lui-même indiqué qu'il fallait définir un régime spécifique et adapté, plus approprié. Donc on peut contester. Alors est-ce qu'on parle de mauvais élèves? En tout cas, ce ne sont pas que les GAFAM qui sont dans le radar de la CNIL, c'est une certitude, je te l'accorde. Merci Merab pour ces précisions et merci de m'avoir recadré, c'était nécessaire. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que tu as évoqué un certain nombre d'enjeux financiers, tu as commencé à évoquer les enjeux opérationnels et justement, Christophe, quels sont ces enjeux opérationnels et est-ce qu'il y en a d'autres d'ailleurs? Juste pour rebondir quand même sur ce que vient de dire Merab, nous on a quand même aussi un enjeu d'éthique, ce sont nos clients. C'est-à-dire que le téléspectateur qui utilise la box, c'est des clients de Bouygues Telecom. Et donc forcément, on est garant du respect de tout ce qui est réglementation par rapport à nos clients. Et ça passe en priorité devant tous les business, que ce soit la télé segmentée ou d'autres sujets. On a aussi des règles d'éthique côté opérateur où on respecte la réglementation et puis on respecte aussi notre relation avec nos clients. Parce que la sanction, au-delà de la CNIL, la sanction, elle peut être forte aussi si nos clients ne sont pas contents avec nous. Une fois qu'on a dit ça,
nous, on a eu, quand on a commencé à travailler sur le projet, voilà, il y avait le sujet de qui recueille le consentement. Donc on s'est dit comment est-ce qu'on va rendre les choses simples pour les clients. Rendre les choses simples pour les clients, c'est limiter le nombre d'écrans de consentement. C'est pas avoir un écran de consentement par groupe de chaînes. On distribue à peu près 400 chaînes sur les box. Donc vous imaginez si les clients devaient pour chaque groupe de chaînes, chaque chaîne faire des choix que ce soit d'ailleurs, quelle que soit la base légale d'ailleurs, que ce soit du consentement ou de l'intérêt légitime ou autre chose, ça serait incompréhensible. Donc déjà, le fait d'avoir centralisé via l'opérateur, et ça, on a un consensus marché avec la F2M et le SNPTV, on a un accord là-dessus. Et le régulateur d'ailleurs est en phase avec nous. On collectera les consentements pour la chaîne. Et donc on est responsable de la collecte des consentements. Après, on a un sorte de ratio entre chaîne et opérateur en fonction des sujets data. Pour savoir qui est responsable et où est-ce qu'on est conjoint, où est-ce que... En mode projet, quoi. En mode projet. Et au niveau juridique, on est sur une société globale conjointe avec un RACI. Après, ça c'est l'aspect juridique. Voilà. Après, en termes opérationnels, nous, l'enjeu, c'est la complexité par rapport à la réglementation. Ça a été la télé connectée fait partie des instructions de la CNIL du début octobre, au même titre que des écrans sur le mobile ou sur un site web. Et donc, il a fallu adapter, on a porté avec notre CMP SafeBox une CMP digitale sur un écosystème télé avec la problématique de la télécommande et une ergonomie qui est un peu différente d'une souris ou d'un écran tactile. Et ça a été la chose qui a été la plus difficile et aussi arriver à avoir quelque chose de à la fois simple et compréhensible pour nos clients et suffisamment rassurant aussi pour avoir un taux de consentement qui soit suffisamment élevé pour que la télé segmentée puisse grandir, puisque s'il y a très peu de gens qui consentent, il y aura très peu de télé segmentée. Donc l'idée, c'est d'avoir un bon taux, un taux qui reflète le fait que les clients ont bien compris ce qu'on leur demandait et qu'il n'y avait pas de sujet par rapport à ça et qu'on était sérieux avec leurs données et leur consentement. Merci Christophe. Alors justement, le fait d'être rassurant vis-à-vis de ses abonnés, comme c'est le cas pour Bouygues Télécom, est un enjeu très important. Du côté de Didomi, quels sont les enjeux relatifs au recueil de consentement quand on parle de TV segmentée? Alors, ils ont été déjà énoncés par Christophe, notamment sur la navigation. C'est vrai que autant sur mobile et web, c'est une navigation qui est assez intuitive, donc soit l'écran tactile, soit la souris, donc une navigation assez libre. Sur télévision, on a une télécommande et il y a une notion en fait de naviguer qui est beaucoup plus dirigée, notamment en donnant le focus à certains éléments comme les boutons. Donc bien sûr revoir la navigation et le système de vue et notamment éviter d'afficher des longues descriptions, des longs textes qui ne sont pas adaptés du tout aux médias TV. Donc c'est là où il faut revoir le système de vue pour décomposer, en fait, avoir une approche progressive, proposer à l'utilisateur de consentir ou non, mais de lui permettre aussi d'accéder facilement à des vues dédiées pour avoir un degré d'information et pouvoir faire un choix granulaire. Ensuite, il y a un deuxième enjeu qui consiste en fait à identifier l'utilisateur. Parce que sur le mobile et sur l'ordinateur, c'est souvent des appareils individuels, donc un consentement égale un utilisateur dans une grande majorité des cas. Alors que la télévision a plus tendance à être un appareil familial, collectif en tout cas. Donc bien identifier l'utilisateur et les choix de consentement qu'il a fait ne seront pas forcément les consentements que quelqu'un d'autre du foyer. Merci Julien, là tu mets le doigt sur quelque chose d'assez intéressant, c'est l'identité de l'utilisateur qui est quand même un élément très important d'un point de vue publicitaire. Et puis juste avant tu exposais l'expérience utilisateur, d'où... Mais je crois que Christophe a... Je veux vraiment dire sur un point là-dessus, parce que j'entends souvent ce point qui est légitime. Après, les devices du foyer, un téléphone mobile, il peut être utilisé par d'autres personnes. Parfois, mon neveu, me prend mon portable pour jouer avec. Un ordinateur peut être aussi utilisé par plusieurs personnes. Donc, on a une problématique, c'est vrai, sur la box là-dessus, sur le fait que qui est derrière la télé. Et ça, nous... Et que ce soit d'ailleurs derrière une télé, derrière un ordinateur ou derrière un téléphone mobile, on ne le sait pas. Après, nous, on part du principe que le titulaire du contrat, le chef de famille, est responsable de ce qui se passe dans le foyer, que ce soit en télé ou que ce soit sur d'autres devices, d'ailleurs, sur le foyer, sur le téléphone mobile, etc. Et les données, de toute façon, qu'on exploite, juste pour quand même relativiser, entre guillemets, ce sont les données du titulaire du contrat quand on fait des ciblages au niveau CRM et des données de traceurs sur les box. Mais
on reste sur, de toute façon, des choses où on contrôle que ce qui est fait concerne des adultes, ou en tout cas, sur la partie CRM, c'est forcément des adultes, et en plus, titulaire du contrat. Et sur la partie traceur, il y a des programmes qu'on ne traque pas, etc., pour des raisons de privacy. Donc, là-dessus, on a eu ce débat-là, nous aussi, côté opérateur, mais c'est aussi le cas sur d'autres devices qui sont parfois partagés, ou un ordinateur de famille. Voilà, des adolescents ils peuvent utiliser l'ordinateur principal, et puis aussi accepter des consentements quand ils font du surf sur le web. Voilà. C'est juste un petit point. Point important. Cela dit, quand même, l'identification de l'utilisateur est quand même plus simple, je pense, sur un téléphone que sur une télé qui, comme le disait Julien, est quand même un outil, un fédérateur de plusieurs membres de la famille, même si, effectivement, l'usage des écrans est de plus en plus individualisé. Mais c'est vrai que c'est quand même une question clé. Et la question clé, dans tout ce qui vient d'être dit via cette seconde question, c'est l'expérience utilisateur. Hein. D'où cette troisième question. Comment on fait pour concilier expérience utilisateur TV, même si déjà vous avez énoncé un certain nombre de dangers ou en tout cas d'écueils ou de risques. Donc expérience utilisateur TV et ce process obligatoire qu'est ce fameux consentement CNIL. Merav, de ton point de vue, même si c'est là je demanderais peut-être un point de vue d'utilisatrice, mais peut-être avec ton œil juridique, quelles seraient les idées qui seraient peut-être intéressantes à exploiter pour justement que le consentement CNIL soit compatible avec l'expérience utilisateur? Oui, alors je vais parler uniquement en ma qualité d'avocate. On accompagne effectivement plusieurs acteurs sur le sujet, que ce soit la télévision segmentée ou la publicité en ligne de manière générale. Je parlerai de quelque chose qui te tient aussi à cœur, et on en a parlé dans plusieurs émissions du Programmatic Society, c'est du design, du marketing juridique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on nous impose d'informer les individus, les personnes, les consommateurs, les utilisateurs, de recueillir leur consentement, qu'on doit être pour autant anxiogène et les inquiéter. On peut faire aussi preuve de marketing juridique, de pédagogie, sans édulcorer, bien évidemment, sans tricher, sans trahir le consommateur. Christophe parlait à juste titre tout à l'heure d'éthique, mais on peut aussi être pédagogue et peut-être même attractif, parce que je pense, là je reprends ma casquette d'utilisatrice et je lâche celle d'avocat, je pense que ce serait mon intérêt de consentir à une publicité personnalisée, à une télévision augmentée, notamment pour ne pas être le réceptacle d'une sorte de publicité poubelle, pour parler un peu plus grossièrement. Donc on a des pistes à explorer sur ce sujet-là. On y travaille main dans la main en partenariat avec nos clients et acteurs de ce secteur d'activité. Merci Merav. Donc tu nous as parlé de marketing juridique, de pédagogie, d'attractivité, en évitant de tomber dans le piège de la dimension anxiogène que cela peut avoir de répondre ou en tout cas de passer par un process de consentement quand on est un utilisateur. De ton point de vue, Christophe, comment on peut concilier justement expérience utilisateur TV et process de consentement CNIL? En fait, je pense que c'est, comme l'a indiqué Merav, c'est une question de simplicité et d'explication, de pédagogie. Parce que legal marketing, comme vous l'avez employé, le terme... Marketing juridique. Marketing juridique, pardon. On a fait un peu la même chose, c'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup travaillé côté marketing avec les équipes market, UX, Box, plus notre CMP, Safebox, qui avait une expertise aussi de l'UX, de collègue de consentement qu'on a porté sur la télé. Des discussions avec le service juridique et notre DPO pour respecter le cadre réglementaire et informer de manière claire le client. Et je pense que moi, la clé, elle est vraiment autour de la simplicité. Et d'ailleurs, on le voit, nous, sur nos taux de consentement, alors qu'on applique, pour le coup, on n'a pas attendu le 1er mars pour laisser la possibilité d'accepter ou de refuser sur le premier écran à nos clients, puisque la CNIL le demande depuis le début octobre, donc forcément, on l'a fait dès qu'on a pu. La réalité, c'est qu'on a un taux de consentement qui est à peu près à 80%, quasiment. À notre grande surprise, parce qu'on estimait, on pensait qu'il serait un peu plus bas. Et pourquoi il est aussi élevé? On pense, et dans les analyses qu'on fait avec Safebox, c'est parce que les gens passent du temps devant les écrans à lire.
Et le fait d'avoir essayé de faire quelque chose de simple, alors c'est pas, en plus c'est compliqué parce que nous on avait non seulement la CNIL et en plus l'IAB, puisqu'on a essayé d'avoir un consentement qui est conforme en plus à l'IAB Framework. Donc ce mix-là d'explications avec nos équipes juridiques, les guidelines de la CNIL, plus une partie IAB pour aussi faciliter le business, puisque l'idée pour nous c'était de faciliter le business des chaînes, ben, je pense que c'est ça, c'est la simplicité et la transparence qui font que derrière on a des bons taux en fait. Et là, je parle à titre personnel. Parfois, dans le digital, il y a tellement d'écrans, de textes compliqués, parce que moi, je suis désolé, alors je suis pas juriste, et le débat entre consentement et intérêt légitime sur les écrans de consentement, justement, des sites web, parfois, c'est pas très clair. Et je pense que ce manque de clarté, alors oui, on peut travailler sur l'intérêt légitime, donc on a les super taux, mais le problème, c'est que comme c'est pas très clair, les gens, après, dès qu'on leur permettra de refuser, on va avoir un super taux de refus. Et donc nous, on a pris un parti avec le marketing chez nous, le marketing box, le service juridique, de faire quelque chose de simple, entre guillemets efficace, pour arriver à avoir un taux, alors qui n'est pas parfait, qu'on va travailler. C'est déjà pas mal, 80%. Mais c'est déjà super. Et déjà, travailler sur cette base-là. Merci Christophe. Alors de ton point de vue, Julien, Christophe vient de nous parler d'une sorte de pilier quand même très important, deux jambes. D'un côté, la simplicité, jambe gauche ou jambe droite, comme on veut. Je me prononcerai pas sur la droite ou la gauche. Et de l'autre, droite ou gauche, transparence. Donc simplicité et transparence, c'est ce qui fait que le consentement en TV peut tenir debout. Quel est ton avis de ton côté, du côté de Didomi? Comment concilier expérience TV et process de consentement CNIA? Alors, chez Didomi, on a revu complètement en fait, la manière dont on affiche l'information pour vraiment la structurer, la hiérarchiser et rendre accessible. Le point, c'est que sur TV, en effet, il faut des textes simples, pas des textes longs que l'utilisateur comprend. Et il faut, quelque part, en fait, c'est un engagement utilisateur qu'on cherche. Donc, il faut être, bien sûr, transparent avec l'utilisateur et quelque part renforcer la confiance en la marque. Donc il faut voir plus comme un partenariat, comme une contrainte. Ça, c'est le premier point sur la notice de consentement elle-même. Et tout à l'heure, Christophe en parlait, et je pense que c'est très important en fait, c'est de travailler en écosystème pour essayer au maximum de collecter le consentement à un endroit dans le parcours utilisateur et éviter une collecte de consentement à différentes étapes du parcours utilisateur qui vont justement l'alourdir et risquer en fait ce qu'on appelle une fatigue utilisateur lié au consentement. Merci Julien. Tout à l'heure, Christophe, tu évoquais la notion de business en disant qu'il fallait concilier à la fois ce que fait la CNIL, mais également ce que propose l'IAB Framework, entre autres. Et tu évoquais notamment cette notion de business, d'où cette quatrième et dernière question. Et Mera, ce sera toujours à toi d'y répondre en premier lieu. Quels seraient tes conseils pour un process de consentement qui ne pénaliserait pas le business publicitaire, de ton point de vue, Mera? Alors, c'est l'éternel sujet sur lequel on ne cesse de travailler. Ça reste une approche opérationnelle. Moi, je constate que les clients qu'on accompagne n'ont pas tous la même approche sur le sujet. Et c'est faute de clarté, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Ceci dit, par rapport à ce qui a été dit précédemment, on peut retenir deux approches qui sont essentielles. Le mot-clé que je retiens, c'est celui de simplicité. Et oui, la simplicité, c'est l'un des éléments qui permet de remplir les obligations légales en termes d'information. Elle-même constitue l'une des conditions de validité du consentement qui doit être éclairée. Et j'ajouterais au mot-clé simplicité celui d'accessibilité. Donc oui, à partir du moment où on soigne son information, c'est peut-être l'élément essentiel. On peut atteindre le niveau d'exigence de conformité, mais je ferai preuve d'un peu plus de critique. Christophe a évoqué tout à l'heure l'éternel débat juridique consentement versus intérêt légitime. Là encore, je qu'il y a des travaux à faire et ce n'est pas toujours côté acteur et opérationnel sur qui il faut renvoyer la balle. Le législateur, ceux qui font les textes, doivent un peu plus se mouiller et oser établir une législation spécifique et claire en la matière et surtout adaptée aux enjeux opérationnels et business.
Merci Merav, ça au moins c'est dit, on passera le message aux législateurs. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être clair, c'est-à-dire qu'il faut mettre un peu les mains dans le cambouis pour comprendre un petit peu les intérêts et en tout cas les enjeux, j'allais dire juridiques certes, mais surtout business. Les lois ne sont pas forcément là pour bloquer un certain nombre d'activités économiques. C'est du moins ce que je ressens dans ce que tu viens d'évoquer. Alors, Christophe, quel est, de ton point de vue, quels seront les conseils pour un consentement que j'allais dire un peu plus facilitateur de business publicitaire? Comment tu vois les choses? Alors, nous, on est, dans notre rôle au côté opérateur, on est vraiment un fournisseur de la tech et de data pour l'ensemble de l'écosystème, en tout cas pour les chaînes de télé et pour les annonceurs. Donc, on n'a pas de business publicitaire comme une régie. Donc, ça, mon avis est limité par rapport à ça. Après, moi, comme je disais, juste En termes d'observation. en termes d'observation, il faut faire simple. Parce que c'est la simplicité qui fait que déjà le consentement est robuste, parce que le consentement est éclairé et libre de la part de nos clients. Et puis surtout, je pense que voilà, c'est cette simplicité qui manque en fait. Parce que souvent, on a fait des choses complexes pour arriver à contourner, en tout cas pas contourner, mais en tout cas avoir des approches qui ne sont pas forcément unifiées. Et je trouve que ce qui est assez intéressant avec le sujet de la télé segmentée, c'est que contrairement à tout l'écosystème digital, il y a dû avoir un consensus pour identifier les gens qui sont responsables, les entités qui sont responsables de la collecte des consentements, en l'occurrence ici les opérateurs. Et c'est aussi ça qui amène de la simplicité. C'est-à-dire qu'il y a un écran, le client il sait où aller chercher dans sa privacy et gérer ses choix pour TF1, M6, France TV, etc. Il a accès à toute l'information de manière centralisée. Et je pense que c'est la simplicité et la centralisation qui fera que on peut travailler le parcours, on peut travailler le discours auprès du client pour qu'il comprenne, pour qu'il se dise, oui, j'ai envie d'avoir de la publicité ciblée parce que c'est presque un service, parce que d'avoir des publicités qui sont adaptées à mes centres d'intérêt, qui sont localement proches de chez moi, qui peuvent, moi, ça m'intéresse, au-delà du fait qu'on peut toujours discuter de la publicité, mais en tout cas, il faut même le voir à la limite comme un service, et ce service-là, il faut l'expliquer, il faut le vendre, et le faire de manière centralisée et simple, ça permet d'avoir une vraie adhésion des clients, en fait. Merci Christophe. Alors, à l'instant, Christophe vient de parler d'adhésion des clients. De ton point de vue, Julien, comment tu fais adhérer le marché publicitaire à ce process de consentement? C'est-à-dire, quand je dis comment tu fais adhérer le marché publicitaire, c'est surtout comment tu ne pénalises pas ce marché publicitaire via ce process de consentement. Alors, la TVC segmentée, elle arrive dans un contexte où il y a déjà le RGPD qui est en place et sur un média dans lequel les utilisateurs sont habitués à avoir de la publicité. Déjà, il y a une grande différence à ce qu'on a pu voir dans le web et dans le mobile, où on a fait de la publicité ciblée et que le RGPD est venu clarifier un peu la réglementation. Donc là, l'utilisateur est habitué à avoir de la publicité, donc je ne suis pas sûr que ça pénalise la publicité sur ce point-là. Mais comme le disait Christophe, c'est presque un service, c'est en recueillant le consentement, on va être en mesure d'afficher du contenu, et notamment publicitaire, plus pertinent pour l'utilisateur, et donc, quelque part, améliorer le business et l'expérience utilisateur à la fois. Et je pense, pour améliorer les taux de consentement, il ne faut pas hésiter à adapter son discours en fonction de son audience, donc essayer de mesurer les taux de consentement et peut-être adapter le ton du discours, la clarté pour maximiser en fait l'engagement utilisateur. Ben merci Julien. Eh bien, nous sommes arrivés à l'issue de cette émission. Moi, ce que je retiens, c'est 4 mots-clés. Il y en avait d'autres, mais on va dire si je dois résumer à travers 4 mots-clés, ce serait accessibilité, simplicité, attractivité et enfin le dernier mot c'est pédagogie. Et d'ailleurs je vous remercie d'avoir fait preuve de pédagogie durant cette émission pour expliquer effectivement la manière dont le consentement allait s'appliquer en TV et comment ce même consentement, s'il est bien pratiqué, pouvait être un moyen de renforcer sa crédibilité même d'un point de vue business publicitaire grâce à plus de précision consentie. Je ne sais pas si on peut parler de précision consentie. Quand je parle de précision, c'est précision dans la donnée des utilisateurs qui ont consenti à donner leurs informations. Merci beaucoup Christophe, merci beaucoup Julien et merci beaucoup à toi Merav.
de nous avoir permis d'avoir participé à notre entretien également. Je vous dis donc à très bientôt sur The Programmatic Society. Et merci d'être de plus en plus nombreux. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ainsi s'achève ce débat autour du consentement en télévision segmentée. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Didomi pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire média Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.